C'est politique, votre émission d'analyse et de débat politique avec les acteurs politiques, politologues et leaders d'opinion du lundi au vendredi de 10h à 11h sur Cora. Merci pour votre attachement au programme de la radio Cora. Bonjour et bonne journée de jeudi 17 juin 2021. Au sommaire de Cora, c'est politique, nous aurons en ligne notre principal invité, Dr Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Avec lui, il sera question de parler du dialogue politique, de la crise économique qui secoue le pays depuis plusieurs années. Dr Ousmane Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation ce jeudi 17 juin dans Cora, c'est politique. Bonjour, merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs. Alors, comme beaucoup d'autres partis, Dr Ousmane Kaba, le PADES ne tient plus régulièrement ses assemblées générales ordinaires. À quand la reprise, ne serait-ce que par des assemblées en ligne, comme l'a expérimenté l'UFDG? Ben, vous avez raison, c'est vrai que nous avions interrompu à cause de la Covid-19. Et aussi, nous avions pris quelques vacances après les grandes élections, mais nous allons reprendre bientôt. À la fin de ce mois, en principe, le parti PADES va reprendre ses assemblées générales. Mais il faut dire que nous, on se voit quand même au niveau des responsables régulièrement. Mais l'Assemblée populaire, on va mettre en place cette Assemblée officielle. Voilà, nous avons déjà l'habitude de nous parler par ces moyens-là. Alors, venons-en directement à l'actualité, Dr Ousmane Kaba. Il s'agit de cette question de dialogue sur toutes les lèvres. Pour commencer, dites-nous, comment avez-vous perçu cette tribune rédigée par 3 responsables de l'UFDG en prison, appelant en quelque sorte au dialogue? Comment avez-vous aussi apprécié la réaction de la direction nationale du parti? Écoutez, franchement, je n'ai pas lu la tribune. Mais j'ai entendu parler à la radio, lorsque j'ai tourné ma radio, j'ai entendu parler ça et là. Ce que je peux dire simplement, c'est que lorsque des gens sont en prison, des gens, des grands responsables, qui sont connus, je crois qu'il est bon de les écouter. Et vous, dans tout ça, le PADES, êtes-vous vraiment prêt à participer à ce dialogue qui a ouvert ses travaux hier? Écoutez, nous sommes en consultation aujourd'hui avec les partis partenaires. Vous ne savez peut-être pas, nous sommes en train de former une plateforme politique de discussion. Personnellement, je suis favorable à ce dialogue, mais on attend au niveau du parti et de nos partenaires, de la nouvelle plateforme que nous sommes en train de former, nous allons discuter à fond et nous allons nous entendre sur une position commune. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aller au dialogue, selon vous? Écoutez, personnellement, je pense qu'il faut améliorer l'environnement. Le dialogue signifie que les gens vont s'asseoir autour de la table pour discuter. Il faut que ces personnes soient dans des conditions favorables. Il est quand même difficile aujourd'hui de le faire avec un des partis qui a beaucoup de responsables emprisonnés. Et je pense que le chef de l'État ou le gouvernement aurait à gagner à élargir les prisonniers. Et après un jugement, bien sûr, je ne prends aucune position sur les faits, parce qu'il y a eu de la violence à un moment donné. Mais pour autant, est-ce qu'on doit emprisonner, embastiller les responsables politiques en jugement pour une si longue période? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut être direct. Ce n'est pas possible qu'on partage ce point de vue. Nous pensons, nous, que soit les gens sont coupables, ils sont jugés, les faits établis, et s'ils ne sont pas coupables, ils sont libérés. Voilà, mais maintenir des gens pendant très longtemps en prison, c'est ce qu'on appelle justement l'arbitraire. Voilà ma position là-dessus. Docteur, vous venez de dire que vous êtes en négociation pour la formation d'une alliance. Est-ce que on peut avoir ce scoop? Quels sont les partis autour du PADES pour la formation de cette alliance et quel va être le nom? Écoutez, je ne peux pas dévoiler ça parce que la signature n'est pas faite, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons commencé ça il y a un peu longtemps. Avant même la nouvelle plateforme qu'on vient d'annoncer, nous étions les premiers à nous consulter. Et je pense au vu de cela que
Guinéens se sont précipités, je pense, pour faire une plateforme. Quand cela ne tienne, c'est toujours une bonne chose. Que ce soit la plateforme du chef de file de l'opposition ou celle que nous allons former. C'est une bonne chose que les partis se mettent ensemble, qu'ils s'écoutent et essayent de peser sur la gouvernance actuelle de la Guinée. Docteur, est-ce que la floraison de ces plateformes ou alliances de partis politiques n'affaiblissent pas davantage l'opposition guinéenne? C'est la première fois que j'entends dire à quelqu'un que l'union affaiblit les gens. C'est plutôt le contraire. Ah non. Vous avez beaucoup de partis qui sont dispersés. Quand les partis se mettent ensemble et font des débats préliminaires, je crois que ça éclaircit la discussion, au contraire. Il n'y a pas beaucoup d'alliances par rapport à la centaine de partis qui existent. Non, pas du tout. Il veut dire, docteur, il veut dire concrètement, aujourd'hui, au sein de l'opposition, nous avons un bloc que dirige le chef de file de l'opposition, Elhadj Mamadou Sylla. Nous avons un bloc autour l'UFDG et l'ANAD. Vous voulez aussi mettre en place un autre bloc politique. Est-ce que ces trois blocs, vous risquez pas de partir en rang dispersé face à une majorité très renforcée? Non, pas du tout. Je pense que les partis vont se regrouper selon des affinités, selon un certain nombre de critères, et je pense que c'est naturel. Et ça permet au contraire d'organiser l'opposition. Et ça ne signifie pas que ce sont des blocs qui seront antagonistes, pas du tout. En tous ces blocs, moi je vois qu'il y a des personnes de bonne qualité. Le bloc qui est dirigé par M. Mamadou Sylla est composé de très grands partis et des personnes de qualité. Mamadou Sylla lui-même, c'est une personne qui est capable, qui à mon avis peut apporter quelque chose à ce débat. Nous aussi, nous allons former notre bloc et je pense avoir 2, 3 ou 4 blocs, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, il sera toujours entre nous. Alors, docteur, en tout cas, regarde des derniers scores de la présidentielle du 18 octobre dernier, pratiquement l'opposition guinéenne a récolté un peu plus de 40% de suffrages des Guinéens. Mais l'opposition aujourd'hui est dirigée par un homme, le chef de file de l'opposition, Elhadj Mamadou Sylla, qui a été reconnu il y a quelques mois. On vous a peu entendu sur les qualités de ce monsieur que vous semblez, en tout cas, que vous avez côtoyé lors de la dernière Assemblée nationale. Que représente Mamadou Sylla? Que représente Mamadou Sylla pour vous? Écoutez, d'abord, je n'aime pas les questions personnelles. C'est une question institutionnelle. Il y a une loi à l'Assemblée nationale qui a dit que celui qui a le plus grand nombre de députés est chef de file de l'opposition. Donc moi, je ne rentre pas dans les débats personnalisés. En ce qui me concerne, je pense simplement que M. Sylla est un homme qui est capable. Et pourquoi pas? Vous savez, la politique, c'est l'affaire de tous les Guinéens. Et s'il se sent capable d'apporter quelque chose, moi, je ne vois pas où il y aurait un débat là-dessus. Il est 10h27, oui. Très bien comment cette assemblée a été élue. La plupart des membres de l'opposition n'ont pas participé, y compris le PADES. Donc là, il s'agit de l'opposition parlementaire. Je n'ai rien à dire de cela. Il est 10h28, notre invité spécial ce matin dans Corassé Politique est monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, président du PADES. Alors docteur, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra inscrire à l'ordre du jour de ce dialogue qui a débuté hier sur le plan politique? Écoutez, nous avons une situation qui est politique, qui est bloquée. Parce que nous avons eu un troisième mandat qui était contesté par une bonne partie de la Guinée. Nous avons eu des élections présidentielles dans la foulée, des élections législatives boycottées aussi par une bonne partie de la Guinée. Et je crois que nous avons, sur le plan institutionnel, des problèmes. Et si on veut résoudre, l'objectif de ce dialogue doit être l'inclusivité et la sensibilité de toutes les grandes sensibilités politiques dans ce pays.
Actuellement, malheureusement, nous sommes dans une situation de ni paix ni crise. Mais c'est une crise latente, bien sûr, parce qu'il y a une bonne partie de la Guinée qui n'est pas représentée dans les institutions. Nous avons un président de la République qui a été élu dans les conditions que nous savons. Il aurait fallu, moi je pense, et c'est dans l'intérêt même, il aurait fallu rassembler les Guinéens. Comme ça se passe très souvent, après une élection, lorsqu'on l'a gagné, on l'a bien gagné ou mal gagné, un président de la République doit donner le ton du rassemblement, le ton de l'unité. Mais nous avons eu le sentiment qu'il s'agit plutôt d'une position de répression dans le pays. Et ça a fait que la Guinée ne se porte pas bien sur le plan politique. Donc si vous me demandez quel devrait être l'agenda d'un tel dialogue, moi je vous dirais que l'agenda devrait être, l'objectif devrait être d'inclure toutes les sensibilités politiques dans le débat. Et l'objectif devrait être d'apaiser la Guinée. Voilà ce que je pense. Docteur, vous l'avez dit, tantôt, des acteurs majeurs sont incarcérés à la maison centrale de Conakry. Et ces derniers temps, nous avons assisté à des sentences contre notamment Founike Mengue, qui était condamné à 11 mois. En appel, il a été condamné à 3 ans. Grenade a été condamné. Et puis, Médecins Sans Frontières. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la justice de notre pays? C'est ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est que la politique de répression, à mon avis, qui est en cours à l'heure actuelle, il n'est pas dans l'intérêt du pouvoir lui-même. Moi, je pense que le professeur Alpha Condé aurait intérêt à apaiser le pays, qu'il puisse travailler en paix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation dans la rue, il y a une paix aujourd'hui. Je dirais même que c'est une paix armée, qui n'est pas une bonne chose pour le pouvoir. Voilà. La meilleure paix aurait été d'inclure toutes les sensibilités politiques dans le débat. Qu'il y ait une situation réellement apaisée avec la participation de tout le monde. Et le fait de mettre des leaders politiques en prison n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas accepter des tendances dictatoriales. Parce que lorsqu'on met des personnes en prison, soit on les juge, soit on les libère. C'est ce que je pense. C'est vraiment dommage. Hein. Alors, docteur Ousmane Kaba, qu'est-ce qui bloque l'installation des chefs de quartier et de district et des conseils régionaux plus de 2 ans après les élections communales? Et ça, c'est une excellente question à poser au gouvernement et au ministre de l'administration du territoire. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui bloque cela. Simplement, je me rappelle, personnellement, vous savez, j'étais député à l'Assemblée nationale lorsque cette loi a été votée. Personnellement, je n'ai pas voté la loi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous avons estimé que la démocratie commence à la base et que les habitants du quartier devraient voter pour leur chef de quartier. Malheureusement, la loi est passée parce qu'il y avait entente entre les deux grands partis qui arrivaient d'ailleurs très souvent, le parti de l'opposition, le parti au pouvoir, le parti UFDG et RPG se sont entendus comme larron en foire. Ils ont fait passer la loi qui consistait à dire que, bon, après l'élection, celui qui a gagné dans une commune a désigné, nommé le chef de quartier à les différents quartiers. Bon, c'est démocratique, mais on aurait mieux fait de laisser les habitants de chaque quartier nommer son chef de quartier. Ceci dit, lorsqu'une loi est votée, elle s'impose à tout le monde, y compris à moi. Donc, il aurait fallu appliquer la loi. Comme ça, un pays marche. Jusqu'à ce qu'on change cette loi, elle est valable. Donc, il aurait fallu appliquer. Je pense que c'est une question qu'il faut poser au ministre de l'administration du territoire et au gouvernement.
Alors, docteur Ousmane Kaba, il y a une question qui nous taraude l'esprit, hein, mes chroniqueurs ne diront pas le contraire. Vous étiez pressenti pour être Premier ministre. Qu'en est-il réellement et quelles sont vos relations actuelles avec le chef de l'État? Écoutez, moi je ne pense pas que j'ai été pressenti pour être Premier ministre. Et pourtant, docteur, les rumeurs avaient couru dans la cité. Vous permettez? Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'il y a eu un sondage après les élections. Vous savez que le PADES, en réalité, a été troisième très fort dans cette élection présidentielle. Nous sommes beaucoup investis dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Ils ont fait passer le message, notamment sur la nécessité des infrastructures en Guinée, et les Guinéens l'ont bien compris. Ils ont voté massivement pour le PADES. Malheureusement, les élections ont été piquées, comme c'est souvent le cas ici. Le PADES s'est retrouvé 4e au lieu de se retrouver 3e fort. Alors, sur ce fait, les Guinéens, lorsqu'il y a eu un sondage d'un institut politique indépendant pour avoir le profil du Premier ministre, et naturellement, et moi je l'ai compris après, que beaucoup de Guinéens se sont dit, bon écoutez, le temps politique, on a élu un politicien, mais pour faire marcher le gouvernement et que la Guinée avance, peut-être que c'est Dr Ousmane Kaba qui devrait être le Premier ministre. Donc c'est le résultat d'un sondage. Vous laissez poser une dernière question, s'il vous plaît. Alors, docteur Ousmane... Excusez-moi, il y a eu beaucoup de bruit dans la cité. Alors, je vais vous dire ceci, je n'ai jamais été contacté par le professeur Alpha Condé ou le maire de ce gouvernement pour être un Premier ministre. Nous n'en avons jamais discuté et le problème ne s'est pas posé à mon niveau. Voilà, c'était le souhait des Guinéens, les 4 régions naturelles. Quelles sont vos relations, quelle nature de relations entretenez-vous actuellement avec le chef de l'État? Écoutez, nous avons très peu de relations, à vrai dire, et il n'y a vraiment pas de contact entre nous. Il est 10h36 minutes. Avec votre permission, Dr Ousmane Kaba, nous allons ouvrir le chapitre économie. Donc, Cora, c'est politique. Une de vos sorties à propos du carburant a été saluée par plus d'un, parce que l'opinion estime que c'est ce qui a finalement mis fin à un mensonge qui a toujours consisté à dire que le gouvernement subventionne le carburant. Dites-nous, quand le gouvernement a renoncé finalement à l'augmentation pour le grand public, quel sentiment vous a animé, Dr Ousmane Kaba? D'abord, c'était une très bonne décision. C'était la décision de la sagesse. Je rappelle que c'était au cours d'une émission et moi j'ai répondu très naturellement que le gouvernement n'a jamais subventionné le carburant, ce qui est vrai. Autre chose relève de la propagande que de la réalité économique. Vous savez, moi je suis un économiste professionnel, je suis dans la politique, je dirais, par effraction, par accident. C'est mon travail. Et il se trouve que la structure des prix du carburant fait que le carburant est importé, pour être précis, à 5128 francs guinéens le litre, le coût d'importation arrivé à Conakry. Les différents frais d'emmagasinage et les marges des distributeurs a fait précisément 1505 francs guinéens. Et le complément, ce sont les taxes que retire l'État. Donc aujourd'hui, l'État gagne 2367 francs par litre. Donc le total s'appelle les 9000. Donc quand on a une structure comme ça, venir dire de bout en blanc que l'État subventionne le carburant, c'est vraiment pas de la vérité. Pas du tout. L'État n'a jamais subventionné le carburant. Et d'ailleurs, un produit ne peut pas être à la fois taxé et subventionné. C'est comme si vous me dites aller devant et derrière, c'est impossible. Subventionner, c'est l'État prend son argent, une autre ligne budgétaire, pour aider le consommateur à payer le produit, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça n'a jamais été le cas. Donc j'ai dit, il y a une différence entre subventionner et avoir des moins-values ou des manques à gagner. L'État peut-être extrait pour chaque litre ne peut pas avoir seulement 2367 francs, mais peut-être 3000 ou 4000 francs pour ses objectifs budgétaires, mais il faut le dire clairement. Il ne faut pas qu'on dise des contre-vérités au peuple de Guinée. Voilà, c'est tout simple. Et lorsque cela s'est fait,
Toutes les radios en ont parlé. Et je crois que c'est arrivé aux oreilles du chef de l'État. Mais je pense que lui-même ne savait pas ce qui se passait réellement. Et il a très bien fait de prendre la décision d'arrêter cette augmentation pour le moment. Vous savez, chez nous, lorsqu'il y a une décision de politique économique, on analyse l'opportunité de la décision. Ça veut dire quoi? Parce qu'en ce moment précis, là allait être une bonne décision. Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que d'abord, l'environnement dans lequel nous baignons, c'est un environnement inflationniste. Autrement dit, au premier semestre de cette année, nous avons déjà beaucoup d'inflation que tous les Guinéens ont remarqué parce que tous les prix se sont mis à monter pour une raison qui est aussi simple. C'est parce que en 2020, l'État a créé beaucoup d'argent. Bien sûr, à cela s'est ajouté les conditions internationales, c'est-à-dire la Covid, etc., les difficultés de transport, je suis d'accord. Donc, à partir du moment où vous avez une inflation significative, et à ce moment précis, vous augmentez le prix du carburant qui est utilisé par tous les Guinéens, il faut le dire, et qui a un grand potentiel inflationniste. Donc, nous allons passer de l'inflation significative à une inflation galopante, ce qui n'est pas une bonne chose. Ouais. Donc, l'État a bien fait de renoncer. Moi, je dis bravo, c'est la voie de la sagesse, pour le moment en tout cas. Et si plus tard l'État veut augmenter, il faut dire la vérité aux Guinéens. Effectivement. Voilà ce que nous gagnons et nous souhaitons gagner plus pour qu'il y ait beaucoup plus de recettes dans notre budget. C'est beaucoup plus simple de raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, de subventions qui n'ont jamais existé et qui n'existent pas. Tout à fait. Voilà. Vous savez, en tant qu'économiste aguerri, qu'il n'y a pas de données absolues. Est-ce que vous pouvez être catégorique en disant que ce non-réajustement du prix du carburant n'aura aucun effet négatif sur l'économie du pays? Non, vous savez, ce que je dis, c'est que chaque décision de politique économique a des avantages et des inconvénients. Alors le décideur est obligé de faire ce qu'on appelle un trade-off, c'est-à-dire un arbitrage. Si vous renoncez, comme ça a été le cas, à l'augmentation du prix du carburant, ben, cela signifie que vous allez avoir des manques à gagner par rapport à votre budget à vous. L'avantage, c'est que le pays sera apaisé politiquement et vous aurez moins d'inflation. L'inflation, c'est très très mauvais pour l'ensemble des habitants d'un pays parce que ça augmente la pauvreté. De l'autre côté, du point de vue budgétaire, vous allez avoir quelques difficultés à boucler votre budget si jamais vous avez travaillé sur cette hypothèse d'augmentation de prix. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement doit travailler sur son budget pour faire des mesures compensatoires, ce qu'on appelle des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire si je n'arrive pas à augmenter le prix du carburant, comment je peux avoir des ressources sur d'autres postes de recettes du budget, ou alors quels sont les autres postes de dépenses que je peux diminuer pour ne pas qu'il y ait une forte explosion du déficit budgétaire. Ceci dit, la situation de la Guinée aujourd'hui, comme de beaucoup de pays, comme de pratiquement de tous les pays dans le monde, avec cette pandémie, il y a beaucoup de difficultés à garder son déficit budgétaire. Déjà, nous étions passés de 1% de déficit budgétaire à 3% en 2020. Je ne pense pas que ce soit réaliste de renverser cette tendance de sitôt. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on m'a demandé qu'on peut doubler les recettes budgétaires en 2 ans en Guinée, dans cette période de pandémie, j'ai dit que ce n'est pas de la politique économique, c'est de la sorcellerie. Parce que ce n'est juste pas possible. Il ne faut pas accepter des hypothèses qui ne sont pas du tout réalistes. Et je pense que ça, c'est une faute d'amateur. Voilà.
Docteur, aujourd'hui, tous les économistes indépendants s'accordent à dire qu'il y a l'inflation en Guinée au regard du taux d'échange du franc guinéen par rapport aux devises, notamment le dollar et l'euro. Et puis également la flambée des prix sur le marché. Et tout récemment, lors d'une sortie médiatique du gouverneur de la ville de Conakry, j'ai entendu Monsieur Nabé dire... Gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur, j'allais dire le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Nabé, dire que la monnaie guinéenne se porte bien. Est-ce que cela est possible? On parle de l'autre côté, d'un côté l'inflation et de l'autre côté la bonne santé de la monnaie guinéenne. Est-ce que cela est possible en tant qu'économiste? Il y a un paradoxe. Je suis d'accord avec vous. Je crois que le gouverneur est dans son rôle en tant que gouverneur de la Banque centrale. Et vous savez d'ailleurs, c'est un bon technicien. Et je l'ai un peu... Quand il parlait, ça m'a fait beaucoup sourire. Parce qu'en réalité, il s'est basé la réduction de l'écart entre le taux parallèle et le taux officiel. Vous savez que j'ai été directeur d'échange à la Banque centrale. En fait, pendant la période de libéralisme, c'est moi qui ai mis en place le département d'échange. Et c'était mon travail justement de suivre ces différents taux. Il n'a fait qu'une lecture partielle de la situation. Mais en réalité, lorsqu'on parle de la bonne santé d'une économie, il s'agit plutôt de l'inflation qu'il faut regarder. Il n'en a pas parlé du tout. Alors, c'est étonnant parce que vous savez, toute monnaie a deux maladies essentielles. La première maladie, la plus grave, c'est l'inflation. Et vous avez la maladie de la surévaluation. Voilà. Pourquoi l'inflation? Parce que vous savez que la monnaie est le réceptacle de la valeur. Autrement dit, on conserve la valeur dans la monnaie. Si dans une période donnée, cette valeur est perdue, c'est une fonction essentielle de la monnaie. Ça, l'inflation. Alors, pour simplifier, on peut, même sans regarder les chiffres, voir que l'inflation, soit se traduit par la baisse de la valeur de la monnaie, ce qui est le cas, soit se traduit par la hausse des prix sur le marché des différents biens et services. Les deux définitions étant équivalentes en réalité, c'est simplement une manière de regarder d'un côté ou de l'autre. Alors, vous me dites, est-ce que la monnaie guinéenne se porte bien? Je vous réponds non. La monnaie guinéenne ne se porte pas bien à l'heure actuelle parce que nous sommes en période inflationniste. C'est aussi simple que cela. Voilà. Ok. Docteur, restons toujours avec ce phénomène, ce fléau d'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une relation entre l'inflation que nous vivons et l'organisation des 3 élections par la Guinée? Parce qu'Alpha Condé le rappelait hier à Bokeh que le pays a lui seul a organisé 3 élections. Il se vantait de ce qu'on a pu, ce que lui appelle exploit. Est-ce qu'il y a une relation? Oui, bien sûr. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation est liée à des causes extérieures, c'est vrai. L'inflation est liée aussi à la croissance de la masse monétaire que nous avons eue en 2020. Je rappelle, d'après les chiffres de la situation monétaire intégrée publiée par la Banque centrale, et la masse monétaire a augmenté de 23% en 2020. 23%, ça fait 7 000 milliards. La masse monétaire au début de l'année, c'était 30 000 milliards. Donc en fin d'année, on s'est retrouvé avec 37 000 milliards. C'est l'ensemble des biens et de la monnaie qui circule dans le pays. C'est ça la masse monétaire. Normalement, cette masse monétaire doit évoluer en fonction de la croissance réelle de l'économie. Or, nous avons une croissance réelle de 6%, et une très forte croissance, si vous voulez, on reviendra là-dessus. Mais elle est boxétique. D'un côté et de l'autre côté, une masse monétaire qui a trop augmenté. Donc, nous avons un potentiel d'inflation assez élevé en Guinée aujourd'hui, entre 15 et 17%. Ça ne veut pas dire que l'inflation sera entre 15 et 17%. C'est le potentiel d'inflation, c'est l'inflation calculée à nous les économistes. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation inflationniste qui a été liée à ce qu'on a fait l'année dernière. Pour le cas des élections, ce que j'appelle le cycle électoral,
les deux élections ont eu lieu. Les premières élections, c'était le 1er mars. Si vous regardez les chiffres, vous 22 mars plutôt, 22 mars, ça a été reporté au 22 mars. 1er mars 2020. Les élections ont eu lieu le 1er mars 2020. Si vous regardez les chiffres monétaires, comme nous le faisons, vous allez voir que la masse monétaire a augmenté de 1000 milliards en février. Énorme, sur un seul mois. C'était à l'approche des élections législatives, des élections référendaires. Voilà. Et si vous regardez aussi en octobre, je crois que les élections ont eu lieu le 22 octobre, le 23 octobre. Le 18 octobre. Voilà, 18 octobre, vous verrez que ce mois aussi a augmenté de 1000 milliards. C'est énorme. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la fabrication d'argent par la Banque centrale a suivi le cycle électoral. Et c'est ce qui est confirmé par le président de la République lorsqu'il a dit que nous avons financé toutes les élections en Guinée. Parce que nous avons notre propre banque centrale. Ça veut dire que nous avons fabriqué de l'argent pour financer nos élections. Parce que nous avons une banque centrale indépendante. Et c'est déjà là justement que le bas blesse. Parce que vous savez, en Guinée ici, on parle toujours de souveraineté monétaire parce que nous avons notre propre monnaie. Eh bien, quand vous avez votre propre monnaie, si vous en fabriquez autant que vous voulez pour satisfaire vos besoins, la conséquence c'est l'inflation. Et c'est exactement ce qu'on a vécu au premier semestre de cette année. C'est la raison pour laquelle tous les pays se battent pour avoir des financements extérieurs. Si on pouvait fabriquer son argent comme on le voulait, mais la vie serait beaucoup plus simple. Alors, docteur, dans une sortie récente, le vice-président de la Banque mondiale a estimé que la Guinée a fait des progrès ces derniers temps, mais que l'une des faiblesses est que cette économie du pays dépend encore fortement du secteur minier. Alors, une question, docteur Ousmane Kaba, la Guinée peut-elle vraiment diversifier son économie dans les conditions actuelles? Si oui, que feriez-vous à la place des autorités? Écoutez, je n'ai pas bien compris la leçon parce que le téléphone est en train de hacher. Avec votre permission, je vais vous rappeler pour que le son soit beaucoup mieux à mon niveau. D'accord, allez, on vous attend. Allez, vous avez écouté en tout cas notre invité spécial ce matin sur la 92.3, la radio championne, donc Coracia Politique. Oui. Un mot déjà sur ce qu'il a tenu déjà comme propos dans Coracia Politique ce matin. Oui, c'est un docteur Ousmane Kaba très tranchant sur toutes les questions qui lui ont été posées. Il a été beaucoup plus clair sur l'ensemble des inquiétudes exprimées par nous, mais aussi par l'ensemble des auditeurs, parce que nous tenons compte des inquiétudes des auditeurs. C'est à travers tout cela qu'on formule les questions pour Dr Ousmane Kaba. Je pense qu'il a été très très tranchant. Allez, il est de retour, Dr Ousmane Kaba, dans Coracia Politique. Alors docteur, dans une sortie récente, le président de la Banque mondiale a estimé que la Guinée a fait des progrès ces derniers temps, mais que l'une des faiblesses est que cette économie du pays dépend encore fortement du secteur minier. Alors selon vous, est-ce que la Guinée peut-elle vraiment diversifier son économie dans les conditions actuelles? Si oui, que feriez-vous à la place des autorités? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense d'ailleurs que l'opinion du président de la Banque mondiale est exacte. La Guinée a fait des progrès parce que nous avons eu un taux de croissance qui a augmenté. Nous avons enregistré aussi beaucoup d'investissements dans le secteur minier. Voilà. Maintenant, est-ce que pour autant la Guinée se porte beaucoup mieux économiquement? Je pense que non. Est-ce que la Guinée peut diversifier son économie? Je pense que oui, à condition qu'on change la gouvernance. Et je crois que c'est ce qu'il a dit et c'est la vérité. Voilà ce qui se passe. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas parce qu'on a un bon taux de croissance l'année dernière que le gouvernement va dire que la Guinée se porte mieux.
malheureusement, parce que c'est le secteur minier. Alors, le secteur minier, c'est le quart de l'économie guinéenne, grosso modo. Le secteur non minier, c'est les 3/4 de l'économie guinéenne. Parce qu'il faut toujours distinguer les deux secteurs lorsqu'on veut faire une analyse économique objective. Que s'est-il passé? C'est passé que le secteur minier a cru énormément parce que la Chine a besoin de constituer ses réserves de bauxite. Parce que les autres pays qui exportaient de la bauxite en Chine ont refusé de le faire à cause des dégâts environnementaux. La Guinée est rentrée dans la niche et la Guinée a commencé à exporter beaucoup de bauxite les 2 ou 3 dernières années. C'est pourquoi il y a une croissance très forte dans le secteur minier. C'est une croissance que j'appelle bauxite. Et qui est allée jusqu'à 18%. Mais le reste de l'économie, la majorité de l'économie, autrement dit les 3/4 de l'économie, ont augmenté que de 2,5%. Voilà. Et quand on fait la pondération des deux, c'est pourquoi vous trouvez quelque part entre 6,5 et 7% même du taux de croissance qui a été revalorisé par le Fonds monétaire pour l'année dernière. Et j'ai dit aussi que cette croissance que nous avons eue ne s'est pas transformée en pouvoir d'achat des ménages. Les Guinéens n'ont rien senti du tout. Et c'est tout à fait normal. Parce que la croissance du produit intérieur brut, c'est la richesse créée à l'intérieur de la Guinée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une richesse qui appartient aux Guinéens. Voilà. Et nous avons dit que pour que les Guinéens sentent cela, il faut que cette industrie paye beaucoup d'impôts et de recettes à l'État. C'est ce qui constitue les recettes de l'État. Parce que si l'État a beaucoup de recettes budgétaires, on ne serait pas dans la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'État aurait pu faire beaucoup de routes, etc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait beaucoup d'emplois et de salariés. C'est dit que l'industrie de la bauxite ne génère pas beaucoup d'emplois, malgré toute la propagande que l'on peut voir. Ce n'est pas vrai, parce qu'on prend simplement de la terre rouge, on envoie dans d'autres pays. Et nous avons dit pour cela qu'il aurait fallu que la Guinée ait beaucoup d'usines. Et la Guinée a beaucoup d'usines d'aluminium pour qu'on puisse créer des emplois durables, des emplois de bonne qualité et retenir une grande partie de la valeur ajoutée de l'industrie bauxitique. Et ensuite, troisième élément, il faut qu'il y ait une demande qui émane de la zone minière pour l'économie guinéenne, c'est ce qu'on appelle le contenu local. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de contenu local. Voilà, ce n'est malheureusement pas encore le cas, même si le gouvernement a fait des progrès en insistant sur cet aspect des choses. Alors, voilà ce qui se passe. Docteur, il y a quelques mois, le ministre de l'économie a fait signer des contrats de performance avec certains directeurs des régies financières. L'objectif est de permettre... Allô? Oui. Je disais qu'il y a quelques mois, le ministre de l'économie a fait signer des contrats de performance avec certains directeurs des régies financières. L'objectif est de permettre à la Guinée de financer son propre de financer son propre budget. Est-ce que c'est une démarche qui peut porter fruit? Encore, je m'excuse, je n'ai pas du tout entendu votre question parce que ça hache encore. Est-ce qu'il peut me rappeler en 30 secondes pour que je puisse bien comprendre ce que vous me demandez? J'espère que c'est encore mieux. Allez-y. Alors, je disais qu'il y a quelques mois, le ministre du Budget a fait signer des contrats de performance avec certains directeurs des régies financières. L'objectif, selon le gouvernement, est de permettre à la Guinée de financer... D'accord, on nous fait signe qu'il est parti momentanément. Je crois qu'il reviendra le plus tôt que possible dans Cora, c'est politique. Ali, tu disais que le docteur Ousmane Kaba est très tranchant ce matin. En tout cas, ses interventions vraiment nous ont éclairés. Oui, je disais que docteur Ousmane Kaba est très éclairé, en tout cas, à l'antenne de nos auditeurs. Naturellement, parce que il permet aujourd'hui à la population, il permet aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont très nombreux à nous suivre, de comprendre certains contours de notre économie
FMI parce que ils viennent de nous montrer par A plus B l'origine exacte de cette inflation, ce phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est à l'origine de cette flambée insupportable dans les marchés, qui est liée forcément à l'organisation de trois grandes élections par les autorités du pays. Je pense que beaucoup ne le savaient pas. C'est une grande opportunité pour les auditeurs de s'imprégner des sources, des causes réelles de cette inflation qui pèse lourdement sur le panier de la ménagère. Voilà, docteur Ousmane Kaba est déjà présent. Alors, docteur, je disais qu'il y a quelques mois, le ministre de l'économie a fait signer des contrats de performance avec certains responsables des régies financières. L'objectif est de permettre à la Guinée de financer son propre budget économiquement. D'ailleurs, certaines directions ont même doublé les poches de recettes. Est-ce que économiquement, cette démarche peut réellement porter fruit? Écoutez, le fait pour le ministre des Finances de signer le contrat de performance, c'est une bonne chose. C'est simplement inciter les régies financières à être beaucoup plus rentables de griffe, c'est-à-dire à générer beaucoup de ressources pour le budget de l'État. Donc la démarche n'est pas mauvaise. Maintenant, dire qu'on va doubler le budget de la Guinée en 2 ans, un professionnel comme moi, j'ai dit que ça c'est de la sorcellerie, c'est de l'hérésie, parce que ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il a dit qu'on va faire cette augmentation en maintenant intact les taux d'imposition. Alors si vous dites je maintiens les taux d'imposition inchangés, le taux de taxation de l'économie, si vous voulez, je n'augmente pas le taux de prélèvement. Pour que vous puissiez avoir un doublement, il faut que l'assiette double. Je ne vois pas comment cette assiette peut doubler. La seule manière d'ailleurs d'augmenter l'assiette, c'est de rendre formelle une bonne partie de l'économie informelle. Donc il y a des limites à tout ça. Et surtout, on ne peut pas le faire en 2 ans. C'est ce que moi j'appelle les hypothèses irréalistes. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce genre d'exercice. Ça fait 30 ans que je suis économiste professionnel et que je travaille dans ce domaine de la macroéconomie appliquée mondiale. Donc, dès que j'entends des hypothèses, je peux vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est de dire on va doubler les recettes en 2 ans. C'est impossible. Et on ne peut pas le faire en période de récession, si c'est le cas. Parce qu'il y a la Covid, parce que l'économie guinéenne a été frappée de plein fouet, comme toutes les autres économies d'ailleurs, mais vraiment pas le moment de doubler les recettes. Et vous savez, c'est pourquoi tous les pays, tous les grands pays actuellement ont fait de la planche à billets. Tout le monde a accepté d'avoir un déficit beaucoup plus large, parce que l'économie a été frappée et parce que l'économie est en récession, c'est tout. Mais si en ce moment précis, vous dites que vous allez augmenter, je pense que c'est être un peu amateur en réalité. C'est de l'amateurisme. Et vous savez, les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire, moi j'y ai travaillé, je connais très bien. Quand ils viennent dans un pays, vous dites, bon, moi je peux attraper la lune. Ils se regardent, ils rigolent, ils disent, bon, écrivez votre programme. Et ils prennent, bon, ces gens disent qu'ils peuvent attraper la lune. Ils savent très bien que dans 2 ans, ce ne sera pas le cas. Voilà ce qui arrive. Alors, docteur Ousmane Kaba, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Juste 3 questions avant qu'on ne se sépare. On va aborder le volet diplomatie dans Corace Politique. D'abord, cette visite de Adama Barrow en Guinée. Si vous permettez une seconde. Oui, allez-y. Parce que on a parlé aussi de la pauvreté, parce que tout ceci a un objet, c'est réduire la pauvreté dans notre pays. Qui est tout le temps en train de dire que la Guinée se porte bien, la Guinée se porte bien. Écoutez, si vous regardez le classement des pays dans le monde, regardez l'indice qui est publié par le PNUD, IDH, l'indice de développement humain. Qu'est-ce qu'on dit? En 2018, parmi 189 pays dans le monde, la Guinée s'est classée 175e pays. Incroyable. Vraiment la pire. C'est-à-dire que nous faisons partie des pays les plus misérables de cette planète. Mais oui, l'année suivante, en 2019, la Guinée a perdu
3 rangs. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en 78e au lieu de 175e. En 78e sur 49 pays. Autrement dit, nous avons reculé. Ce n'est pas moi qui le dis. Chacun d'entre vous peut aller au CNUD prendre les statistiques indices de développement humain. Ouais. Et en 2018, 53% des Guinéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. 53%. C'est-à-dire au moins d'€1 par jour. Donc la Guinée réellement se trouve parmi les pays les plus pauvres du monde. Lorsqu'on regarde ce qui est pire, le taux de pauvreté qu'on appelle multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on regarde les privations dans l'espérance de vie, dans le niveau d'éducation, dans le revenu moyen, 66% de la population guinéenne se trouve dans la pauvreté multidimensionnelle. Vous voyez, les statistiques, et ce n'est pas nous qui les établissons. Donc, si on veut progresser, il faut dire la vérité. Que nous ayons conscience de ce qui se passe dans notre pays, que l'on travaille ensemble. Je ne dis pas que le gouvernement n'a rien fait. Pas vrai. Il y a eu des avancées dans des domaines, on va y revenir, tels que l'énergie et autres, il y a eu pas mal d'avancées. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Et ça ne peut pas sortir la Guinée de la pauvreté. Voilà ce que je dis. Maintenant, vous pouvez poser votre question diplomatique. Volet coopération à présent dans Corace Politique. On va parler de la dernière visite de cette visite de Adama Barrow en Guinée. Sous quel angle l'avez-vous appréhendé? On sait bien que le président gambien est un des protégés de Macky Sall du Sénégal. Est-ce un motif d'espoir par rapport à une future normalisation des relations entre Conakry et Dakar? Et dites-nous, docteur, qu'est-ce que la Guinée perd en maintenant ses frontières fermées? Écoutez, j'ai vu comme tout le monde à la télévision l'arrivée du président Barrow en Guinée. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Lorsque le président de la République invite ses pairs en Guinée, ça veut dire que des efforts sont faits pour améliorer nos relations avec nos voisins sud-ouest. Et je pense que si cela peut apaiser les relations avec le Sénégal, c'est une très bonne chose. Voilà ce que je dis. Maintenant, vous enclenchez pour dire la fermeture des frontières. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne chose. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié. Peut-être parce que le gouvernement a des informations que nous n'avons pas. Peut-être qu'il y avait des problèmes de sécurité. Je n'ai pas une position là-dessus. Parce que je n'ai pas les éléments qu'il faut. Ce que je dis simplement, même si on l'avait fait pour ces raisons-là, à partir du moment où les élections sont passées et que la situation s'est apaisée, il était grand temps d'ouvrir l'ensemble des frontières de la Guinée. Pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan politique, vous savez que contre les principes... Vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5, Dr Ousmane Kaba. Ok, merci. Vous savez que sur le plan diplomatique, c'est contre les principes de la CEDEAO, parce que la CEDEAO est ainsi que l'on veut intégrer les pays, aussi bien sur le plan diplomatique, politique, économique. Donc lorsqu'il y a fermeture des frontières, c'est un échec pour les objectifs de la CEDEAO. C'est d'autant plus embêtant que le professeur Alpha Condé, vous savez, c'est un grand panafricaniste convaincu, qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Donc je ne pense pas que pour son image, pour tout ce qu'il a fait dans le passé, ce soit une bonne chose que ce soit lui qui ferme les frontières pendant longtemps. Maintenant, sur le plan économique, quels sont les impacts? Et là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Il faut savoir que lorsqu'on ferme les frontières des pays comme le Sénégal, ça veut dire que sur nos importations, on a pas mal de produits qui venaient du Sénégal. Les supermarchés, etc. Et ces produits vont être beaucoup plus rares et ça participe de l'inflation en Guinée. Il faut le savoir. Deuxièmement, en ce qui concerne les exportations, vous savez que la Guinée exportait beaucoup de fruits et légumes au Sénégal. Vous avez toute une partie de l'économie agricole de notre pays
qui avait pour marché d'exportation le Sénégal. Lorsque vous fermez les frontières, eh bien, vous avez une baisse de revenus dans votre pays parce que toutes ces personnes qui vivaient de ce commerce avec le Sénégal perdent leurs revenus. Sans compter le secteur des transports, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc, sur le plan économique, cela va se traduire par la pauvreté qui est déjà présente en Guinée. Donc, ça augmente la pauvreté en Guinée en réalité. Ce qu'on fait là, en fermant l'ensemble des frontières, ça augmente la pauvreté. Et pour le long terme, c'est qu'un pays comme le Sénégal va chercher d'autres fournisseurs des produits que nous avions l'habitude d'exporter. Ouais, parce que la nature a horreur des vite. Ils vont commencer à signer de nouveaux contrats pour les fruits et légumes. Ils vont venir soit du Maroc ou d'autres pays. Et même plus tard, quand vous allez ouvrir les frontières, les marchés seront déjà perdus. Donc voilà un peu les inconvénients d'une fermeture prolongée des frontières, parce que ça aggrave le chômage en Guinée, ça aggrave la pauvreté en Guinée, et les Guinéens vont perdre les marchés qu'ils avaient l'habitude d'avoir dans ces pays qui nous entourent. Voilà le dégât économique que cela fait. Alors, docteur Ousmane Kaba, une dernière question avant de clôturer votre interview dans Cora c'est politique. Actualité africaine oblige, tous les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, après 10 années passées sur les bancs de la CPI à La Haye, rentre aujourd'hui dans son pays natal. Que vous inspire cette actualité? Écoutez, moi je regarde tout ça. Je me dis c'est parce que, à mon avis, la justice nationale et internationale est limitée, malheureusement. Parce que de deux choses l'une. Ou il est coupable, auquel cas il n'aurait pas fallu le relâcher, ou il est innocent, auquel cas il n'aurait pas fallu l'embastiller pour 10 ans. Voilà. Ça veut dire que la justice internationale a ses limites, malheureusement, comme la justice nationale. Ceci dit, si cela peut apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Et moi, je suggérerais simplement que les relations entre le président Alassane Ouattara, qui a un bilan très très élogieux dans le domaine économique, qui a fait prospérer la Côte d'Ivoire les 10 dernières années, comme jamais on l'avait fait, et que sur le plan politique, il mette de l'eau dans son vin et qu'il commence à dialoguer avec tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, y compris le président Gbagbo, y compris le président Bédié et tous les autres. Que dans un pays, les gens se donnent la main et que la répression baisse, eh bien, ce pays va progresser. Mais si malheureusement les tensions en Côte d'Ivoire continuent et qu'il y a beaucoup d'instabilité, cela remettra en cause les acquis économiques formidables que le président Ouattara a eu. Voilà. Alors, on a notre chroniqueur Yansané qui ne tient plus en place. Il tient coûte que coûte à vous poser cette question avant qu'on ne se sépare. Alors, docteur, le chef de l'État hier à Boké annonçait que la Guinée sera autosuffisante en riz en 2022. Mais bien avant lui, son chef du gouvernement a annoncé sur une radio de la place 2025. Vous n'êtes pas seulement économiste, on vous connaît aussi dans le domaine agricole. Est-ce que ce délai est bien raisonnable? La Guinée ne sera pas autosuffisante en 2 ans. Non, le président de la République, il est dans son rôle. Je crois qu'il a encore augmenté la production guinéenne, c'est tout à fait louable. Il a à cœur que la Guinée soit autosuffisante, c'est un objectif tout à fait louable. Mais moi, en tant que technicien, je vous dis que ce délai est court, première chose. Deuxième chose, quelles sont les actions qui ont été entreprises pour atteindre cet objectif? Voilà comment nous raisonnons. Si vous voulez l'autosuffisance alimentaire, là signifie que vous voulez que la production de riz en Guinée augmente d'une manière substantielle, parce que le riz est la base de l'alimentation. Et aussi ensuite les autres produits, mais surtout la riziculture. Moi, je suis agriculteur. Est-ce que vous voulez avoir de bons résultats en riziculture? Il faut regarder tout le cheminement de la production et de la commercialisation. Tout le cheminement. Ça veut dire que vous devez aider les acteurs qui font de l'agriculture. Vous devez regarder d'abord la préparation du sol.
Donc vous devez regarder toute la machinerie qui est nécessaire pour cela. Vous devez travailler avec les centres de recherche pour avoir des semences de très bonne qualité. Bon, ceci dit, le professeur Alpha Condé a fait du progrès pour les centres de recherche parce qu'auparavant, aucun centre ne marchait. Ils ont commencé à mettre un peu d'argent. Les centres ont commencé à marcher, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, il faut voir tous les outils de production que l'on a. Après avoir sélectionné les jeunes agriculteurs, parce que c'est les jeunes qui peuvent changer l'agriculture très rapidement, il faut voir le problème des engrais, le problème des herbicides, le problème des machines de récolte. Ensuite, il faut voir le problème de la commercialisation. Donc, c'est un long processus. On ne s'improvise pas dans un discours. Il faut regarder toutes les politiques qui sont en amont. Est-ce que ces politiques qui sont appliquées, je ne dis pas des politiques énoncées, c'est des politiques appliquées. Est-ce que ces politiques appliquées nous permettent d'atteindre ces objectifs d'autosuffisance alimentaire? Ma réponse, c'est non. Donc, il n'y aura pas d'autosuffisance en 2 ans. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, ça a été un plaisir pour nous d'avoir conversé avec vous ce matin sur tous ces sujets d'actualité. On vous souhaite plein succès dans vos différents projets. Merci beaucoup et merci à tous vos auditeurs qui ont fait l'honneur de nous écouter. Merci et bonne journée. Merci. Auditeurs de cœur, merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir. Continuez à suivre le programme de la Radio Cora. Yansane Ali Silla, j'ai été très heureux de faire chemin avec vous ce matin. Merci, Cheikh, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est un plaisir pour nous d'avoir Dr Ousmane Kaba. Merci beaucoup. C'est politique. C'est politique. Votre émission d'analyse et de débat politique avec les acteurs politiques, politologues et leaders d'opinion. Du lundi au vendredi de 10h à 11h sur Cora. Le service commercial de la radio Cora FM, soucieux de vous satisfaire, reste attentif à tous vos besoins de communication, en stratégie d'image, les campagnes publicitaires, les réalisations de vos spots. Le service commercial de la radio Cora partage son expertise en communication et marketing avec vous dans le but de valoriser vos produits d'exception. Vous souhaitez communiquer sur vos produits, vos événements? Une seule adresse, Cora FM, en face du camp Carrefour.